Et si le vide spatial, les milliards d'étoiles, la roche sous nos pieds, et même l'appareil physique qui diffuse cet audio, n'était en fait qu'une illusion? Ah, ça commence fort. Bah oui, il faut bien. Imaginons un instant que l'univers tout entier ne soit pas composé d'atomes ou de cordes vibrantes, mais tenez-vous bien, d'une seule et immense pensée. C'est vrai que c'est un renversement total du paradigme matérialiste, quoi. Celui auquel la science moderne nous a tous habitués. Exactement. Au lieu de voir la conscience comme un sous-produit accidentel de la matière complexe, cette perspective pose que la matière n'est qu'une cristallisation d'une conscience cosmique primordiale. En fait, l'être humain ne serait qu'une étincelle éphémère. Une idée naviguant au sein d'un esprit infini, c'est complètement vertigineux. Et c'est justement le point de départ de notre exploration en profondeur d'aujourd'hui. Je suis ravi d'aborder ça. C'est un sujet tellement dense. Moi aussi, je suis vraiment passionnée par ce thème. Les sources que nous avons rassemblées visent à décortiquer les véritables origines, souvent ésotériques et très méconnues, d'un concept qui est devenu un énorme phénomène de pop culture. La fameuse loi de l'attraction. Voilà. Et la documentation est d'une richesse incroyable aujourd'hui. On a des recherches historiques sur l'hermétisme antique, des analyses philologiques, et même le décryptage d'un texte mystérieux du XXe siècle intitulé Le Kybalion. Sans oublier les archives sur l'évolution de la nouvelle pensée, ce mouvement spirituel né aux États-Unis qui est central ici. L'objectif, du coup, c'est de suivre ce fil d'Ariane à travers les millénaires. Tout à fait. Il s'agit de comprendre comment une architecture philosophique antique, qui était conçue à l'origine pour élever l'âme humaine, a fini par être métabolisée par notre époque hyper matérialiste. C'est ça qui est fascinant. Comment est-on passé d'une quête de libération spirituelle à une technique censée te permettre d'attirer une voiture de sport par la simple force de l'esprit? C'est fou quand on y pense. Et pour saisir la mécanique de ce basculement, l'analyse de nos sources indique qu'il faut vraiment remonter à la genèse absolue. Au tout début, ouais. C'est un peu le plus grand jeu de téléphone arabe de l'histoire de la pensée. Le point de départ nous ramène à une figure fondatrice qui évolue vraiment sur une ligne très fine entre le mythe pur et l'histoire. Hermès Trismégiste. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer qui est ce personnage d'après les textes? Eh bien, le nom Hermès Trismégiste se traduit par Hermès 3 fois grand. En fait, il représente un syncrétisme parfait, une fusion culturelle née de la rencontre entre l'Égypte et la Grèce antique. Notamment à Alexandrie, c'est ça? Ouais, dans ce grand creuset intellectuel qu'était Alexandrie, d'un côté on a Thoth, la divinité égyptienne à tête d'ibis, c'est l'inventeur de l'écriture, le scribe des dieux, celui qui détient la magie de la géométrie, D'accord. et de l'autre côté on a Hermès, le dieu grec, le messager aux sandales ailées, maître de l'éloquence et des passages entre les mondes. La fusion de ces deux archétypes a donné naissance à un sage primordial, censé avoir vécu avant le déluge. Ah oui, carrément, avant le déluge. Et la légende lui attribue la paternité de toute l'alchimie et de l'astrologie, avec comme point d'orgue la très célèbre table d'émeraude. Voilà, le texte fondateur par excellence. C'est de là que vient cet adage incontournable, quiconque s'intéresse à l'ésotérisme l'a déjà entendu, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. L'idée derrière cette phrase, en fait, c'est que le microcosme, par exemple le fonctionnement interne d'un humain, est le reflet exact du macrocosme, l'univers. Si on comprend une goutte d'eau, on comprend l'océan, quoi. Exactement. Et pendant des siècles, l'intelligentsia européenne a cru dur comme fer détenir là les paroles d'un véritable prophète préhistorique. La Renaissance a été particulièrement marquée par ça. Oui, avec la traduction du Corpus Hermeticum en 1471 par le philosophe Marcille Ficin, l'impact a été sismique à l'époque. C'est clair. Les penseurs étaient convaincus d'avoir redécouvert la Prisca Theologia, une sorte de théologie primordiale pure. Ils pensaient que ce savoir reliait Hermès Trismégiste à Moïse, puis à Platon. Et ça a touché de très grands esprits. Des génies comme Léonard de Vinci baignaient là-dedans. Et même plus tard, Isaac Newton s'est passionné pour cette sagesse. Newton a carrément traduit lui-même la table d'émeraude. Il cherchait dans l'alchimie les lois fondamentales de l'attraction physique, en fait. Mais attends, il y a un problème majeur dans la chronologie là. Si la Renaissance a construit toute sa vision du monde sur l'idée que ces textes précédaient la philosophie grecque de plusieurs millénaires, que s'est-il passé quand la science moderne a commencé à analyser tout ça? Ah, la fameuse rupture épistémologique. Eh bien, ça porte une date précise, 1614. Un érudit calviniste et philologue, Isaac Casabon, décide d'examiner le corpus hermeticum avec des outils linguistiques rigoureux. Et qu'est-ce qu'il découvre? Casabon démontre de manière irréfutable que ses écrits ne datent absolument pas de la nuit des temps.
La grammaire, le vocabulaire très spécifique, les influences évidentes du stoïcisme, tout prouve que ça a été rédigé au IIe et IIIe siècle de notre ère. Un plein empire romain, du coup. Voilà. L'auteur n'était pas un prophète antidiluvien, mais probablement un groupe de philosophes hellénistiques d'Alexandrie. Et c'est un choc monumental, hein. Toute une construction théologique qui s'effondre sur une simple erreur de datation. Ouais, un vrai séisme intellectuel. Mais l'ironie fascinante, d'après nos sources, c'est que ça n'a pourtant pas fait disparaître l'hermétisme. La mécanique intellectuelle du texte était tellement puissante pour décrire la psychologie humaine qu'elle a survécu. Tout à fait. L'idée que l'homme et l'univers sont connectés par des lois de résonance a continué d'infuser la pensée européenne, mais de façon plus souterraine. Et on retrouve ça au XVIIIe siècle, notamment avec la franc-maçonnerie ésotérique. Michel de Ramsay, par exemple, a intégré Hermès Trismégiste dans ses rituels maçonniques pour préserver cette sagesse pendant le siècle des Lumières. Et cette transmission nous amène directement à un point de bascule documenté dans nos recherches. En 1908, cette philosophie refait surface sous la forme d'un livre mystérieux publié par 3 initiés. Le fameux Kybalion. Exactement. Et les recherches historiques pointent massivement vers un auteur unique derrière ce pseudo, William Walker Atkinson, un avocat américain, mais surtout un pionnier du mouvement de la nouvelle pensée. C'est un texte crucial pour notre exploration parce qu'il structure l'hermétisme antique en 7 lois universelles ultra claires. C'est lui qui pose vraiment l'architecture de ce qu'on appellera plus tard la loi de l'attraction. Le fondement de cette architecture, c'est le premier principe, le mentalisme. L'axiome est radical. Le tout est esprit, l'univers est mental. Bam, ça pose le décor. C'est ça. Et pour comprendre, il faut oublier l'image d'un dieu architecte qui assemblerait des briques matérielles. Le mentalisme dit que la matière et l'énergie ne sont que des phénomènes à l'intérieur d'une conscience globale insaisissable. Ça clarifie enfin la véritable nature de l'alchimie dont on parlait tout à l'heure. L'image du vieil alchimiste avec ses fioles qui transforment du plomb en or, c'est pas ça. Non. Le Kybalion explique que la véritable alchimie est une transmutation mentale. Si la réalité est d'essence mentale, le seul levier, c'est l'esprit. Donc, modifier ses propres vibrations mentales, c'est modifier son expérience de la réalité. L'esprit devient le sculpteur de la forme. Exactement. Et pour rendre ça plus clair, on peut croiser ça avec la Kabbale, comme le font les chercheurs. La Kabbale décrit un processus d'émanation. Tout commence avec l'inconnaissable, le Ein Sof, l'infini absolu. D'accord, une sorte d'idée pure et abstraite sans forme. C'est ça. Puis cette idée descend à travers différents mondes, en se densifiant, pour aboutir au monde physique tangible, Asya. Le Kybalion a la même logique. L'idée précède la manifestation physique. Mais là, moi, je vois un gros angle mort. C'est l'univers entier et l'émanation d'un esprit cosmique infini. Est-ce que c'est pas un peu arrogant de se dire que notre petit esprit humain peut lui dicter sa loi ? Ah, tu mets le doigt sur la fracture exacte entre l'hermétisme d'origine et les interprétations modernes. Le Kybalium met d'ailleurs en garde contre les demi-initiés. C'est-à-dire ? Ce sont ceux qui comprennent que la matière est illusoire, mais s'en servent pour justifier un égoïsme pur. L'hermétisme ne dit pas que l'univers est notre serviteur, il dit que nous sommes une graine dans cet océan mental. On ne commande pas la réalité de l'extérieur, on entre en résonance avec elle depuis l'intérieur, en fait. C'est de la co-création. Voilà. L'humilité requise. Les lois de l'univers s'imposent à nous, pas l'inverse. Ce qui amène une question très pratique. Si on navigue dans cet esprit géant, quelles sont les règles du code de la route ? Le Kybalion fournit justement 6 autres principes mécaniques. Le deuxième, c'est la correspondance. On l'a évoqué. L'extérieur se synchronise sur l'intérieur. Un chaos émotionnel interne va engendrer des situations chaotiques dans la vie sociale ou professionnelle. Très logique. Ensuite, on a le 3e principe, la vibration. L'idée que rien ne repose. Exactement. Même un bloc de granit vibre à l'échelle atomique. Transposé à l'esprit, ça signifie que les pensées ont des fréquences. Une pensée de gratitude a une fréquence très rapide, tandis que l'angoisse produit des vibrations basses et lourdes. Et cette gradation nous mène au 4e principe, la polarité. C'est peut-être le concept le plus utile au quotidien. Ça dit que les opposés apparents sont en fait la même chose, juste à un degré différent. L'analogie de la température est parfaite pour ça. La chaleur et le froid ne sont pas 2 éléments distincts, ce sont 2 extrémités de la même échelle. Et l'implication pour nos émotions est folle. Le courage et la peur, c'est la même échelle. Donc la transmutation devient possible. C'est comme ajuster le volume d'une radio.
On fait glisser la peur sur le spectre pour la transformer en audace. C'est de la vraie ingénierie psychologique. Mais cette maîtrise est testée par le 5e principe, le rythme. Tout est soumis à un balancier. Les empires s'élèvent et s'effondrent. C'est inéluctable. Appliqué à notre vie, ça détruit l'illusion qu'on peut progresser de façon linéaire indéfiniment. Oui, il y a des marées hautes et des marées basses. Mais du coup, en cas d'échec cuisant, comprendre cette loi apporte un vrai soulagement. Si le balancier a été poussé très loin dans le noir, l'énergie cinétique garantit qu'il repartira vers la lumière. Ce n'est pas de la chance, c'est mathématique. Ce qui nous amène au 6e principe, la cause et l'effet. Le hasard pur n'existe pas. La malchance, c'est juste l'étiquette qu'on met sur des chaînes de causalité qu'on ne comprend pas. Et enfin, le 7e principe referme le manuel Legendre. Alors attention, nos sources précisent bien de ne pas réduire ça à la biologie ou la sexualité. Surtout pas. Il s'agit des mécaniques de la création. Toute chose nécessite une énergie d'impulsion ordonnatrice dite masculine et une énergie d'incubation et de réception dite féminine. Une idée doit être semée avec volonté, mais nourrie avec patience pour germer. En fait, l'objectif de l'hermétiste, avec ces 7 principes, c'est d'atteindre ce qu'ils appellent la neutralisation. Oui, s'élever mentalement pour laisser le pendule des drames terrestres osciller en dessous de soi, devenir une cause consciente au lieu d'être un effet ballotté par la vie. Mais alors, c'est à ce carrefour précis que notre récit prend une tournure plus sombre. Comment une philosophie de neutralisation de l'ego est devenue un outil pour le consumérisme moderne. Ah, la dérive utilitariste. Ça commence au 19e siècle avec la nouvelle pensée et des figures comme Phineas Quimby. Quimby, c'est celui qui avait la tuberculose, c'est ça? Exactement. Il en vient à la conclusion que sa maladie n'est pas une fatalité, mais la conséquence de croyances erronées. Son esprit terrorisé créait une tension qui empêchait son corps de guérir. C'est pas si éloigné de ce qu'on sait aujourd'hui sur les maladies psychosomatiques. Sauf qu'il en tire une conclusion radicale, la pensée guérit la réalité. Et des auteurs comme Prentice Mulford vont extraire ça du domaine médical pour l'appliquer à la réussite financière. La brèche était ouverte. Et cette brèche nous amène directement à 2006, au phénomène mondial Le Secret de Rhonda Byrne. La comparaison avec le Kybalion est douloureuse. L'intention originelle est complètement inversée. Le secret, c'est la loi de l'attraction dépouillée de toute sa philosophie pour devenir un catalogue de vente par correspondance cosmique, quoi. C'est vraiment ça. On te dit de visualiser un vélo neuf ou une promotion, et l'univers, comme un distributeur automatique, va te le livrer. L'ego exige que le cosmos se plie à ses caprices. Et cette vulgarisation est lourdement critiquée. Sur le plan épistémologique, l'appropriation de la mécanique quantique est désastreuse. Des revues comme le Skeptical Inquirer ont complètement démonté cette rhétorique. Le fameux mysticisme quantique. Ils utilisent l'effet de l'observateur, l'idée qu'observer une particule subatomique modifie son état. Voilà, les gourous transposent cette loi microscopique au monde macroscopique. Ils te disent que si l'observation modifie un électron, alors ta pensée peut matérialiser une voiture. C'est une erreur de catégorie fondamentale. C'est juste un vernis scientifique posé sur de la pensée magique. Mais nos sources soulignent un danger psychologique bien pire que l'erreur scientifique. C'est l'implication morale. La culpabilisation des victimes. C'est terrible. Oui, car si la réalité physique est modelée à 100% par la qualité des pensées, le corollaire est terrifiant. Si quelqu'un développe un cancer ou est percuté par un chauffard, le secret implique que cette personne a attiré son malheur par des pensées négatives. Blâmer quelqu'un pour cette tragédie à cause d'un soi-disant mauvais alignement vibratoire, c'est une dérive sectaire classique. Ça occulte toutes les réalités systémiques et biologiques. Il faut vraiment faire la part des choses. Les sources scientifiques invalident totalement cette version magique. Néanmoins, pour être tout à fait juste, la mécanique psychologique à l'œuvre n'est pas sans fondement si on regarde la psychologie cognitive. Oui, ce que l'hermétisme appelle transmutation, la science l'appelle le recadrage cognitif. C'est crucial. Pratiquer l'optimisme ou cultiver la gratitude ne va pas téléporter des billets de banque chez vous, mais ça modifie l'architecture neuronale. Une personne concentrée sur les solutions voit la réalité avec des filtres différents. L'attention sélective permet de repérer des opportunités qu'une personne rongée par la rancœur ne verrait jamais. Le comportement change, les interactions s'améliorent et par effet d'entraînement, la réalité matérielle s'améliore.
L'action précède la manifestation. En fin de compte, l'observation de toute cette histoire d'Hermès Trismégiste au rayon de développement personnel d'aujourd'hui, ça offre une belle leçon de perspective. Oui, la sagesse du Kybalion n'était pas conçue pour conquérir le monde extérieur, mais pour cartographier le monde intérieur. La vraie alchimie, c'est de maîtriser la tempête de ses propres réactions. Acquérir une souveraineté émotionnelle, ouais. Ne plus être le jouet de ses propres peurs. C'est le retour à la neutralisation dont parlaient les anciens. Et c'est une belle invitation pour quiconque nous écoute aujourd'hui. Il suffit simplement d'observer la nature de nos pensées au cours de la journée. Sont-elles dominées par l'anxiété ou portées par la clarté? C'est la première étape de l'alchimie. Une belle pratique pour commencer. Absolument. Mais pour clore cette analyse de la grande architecture cosmique, il y a un dernier paradoxe métaphysique fascinant que je voulais partager. Je t'écoute. Si le principe du mentalisme est vrai, si le tout est esprit, et que l'univers observable avec ses galaxies n'est que le rêve d'une conscience globale insondable, que se passerait-il pour notre réalité physique si cet immense esprit cosmique décidait soudainement de se réveiller ou, tout simplement, de penser à autre chose?